Claude Jeanvier. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à Démocratie directe pour la France, qui s'intéresse naturellement aux grandes questions que vous soulevez dans votre dernier ouvrage, qui s'appelle L'État profond. Alors la première question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'État profond? Qu'est-ce que l'État? C'est une bonne question en fait. L'État profond français, bien c'est en fait tous les gens qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tous les gens que personne ne connaît. C'est-à-dire au-delà d'Emmanuel Macron et de ses ministres, parce qu'ils incarnent effectivement le sommet de l'État. Donc on pourrait dire qu'ils incarnent l'État profond, ce qui est en partie vrai. Mais en réalité, le gros de l'iceberg, c'est la haute administration publique. C'est aussi les hauts cadres et les hauts dirigeants de domaines privés. Et en fait, c'est cela, l'État profond, c'est un peu toute cette ambiance, entre guillemets, de réseau, toutes ces collusions entre le domaine de la haute fonction publique et du domaine privé que l'on a voulu mettre en exergue dans l'ouvrage. Alors naturellement, là, ça soulève un premier problème et un problème de taille, c'est qu'il n'est pas prévu dans notre histoire d'avoir un État autre que l'État républicain, c'est-à-dire un État transparent. Alors là, vous nous dites qu'il existe un État qu'on ne connaît pas. Bon, l'État transparent a quand même légèrement disparu depuis bien longtemps. Il n'est plus vraiment transparent, il est de plus en plus translucide, c'est-à-dire qu'on voit au travers d'un effet de verre fumé ou de verre cathédral. Ben, le problème c'est que, oui, depuis Nicolas Sarkozy, en fait, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, d'ailleurs on les a nommés dans notre ouvrage le triumvirat de l'enfer, parce que toutes les notions démocratiques de notre État républicain ont volé en éclats. On volait en éclats déjà avec Nicolas Sarkozy en 2005, puisqu'on se rappelle quand même que 80% des Français, ce jour-là, avaient voté non au traité de Lisbonne. Et Nicolas Sarkozy et son Premier ministre François Fillon, d'ailleurs, se sont empressés de dire oui. Donc ça veut dire que la démocratie, ce jour-là, a vraiment, réellement volé en éclats. Et à partir de ce moment précis, bah, toute la spirale descendante s'est accélérée et pour mettre en place un agenda mondial qui suit de très près donc les plans de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne, puisque c'est de cela dont il s'agit. Alors après, l'État profond, ce qui est intéressant, c'est de mettre en exergue qui et comment il fonctionne et pourquoi. Et au fil des enquêtes, on s'aperçoit que le cœur du problème, c'est Bercy. Bercy, c'est en France, c'est le ministre de l'économie et des finances, c'est le ministère du budget. C'est Bercy, c'est le cœur de la finance et ça attire toutes les convoitises, y compris les convoitises de puissances étrangères. La France était un pays riche et donc a attiré de ce fait pas mal de convoitises. Il est intéressant de noter que Emmanuel Macron a fait quand même ses débuts à Bercy en tant que ministre de l'économie et des finances sous la présidence de François Hollande, que c'est à cette époque-là qu'il nous a bradé Alstom d'ailleurs, et que quand même Emmanuel Macron est issu de la banque Rothschild. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a été propulsé à la tête de l'État. Il a été propulsé à la tête de l'État par une agence que personne ne connaît, ou très peu de gens, l'agence Steve Holt, créée par un dénommé Sylvain Faure. Et ce monsieur s'est occupé personnellement de la campagne d'Emmanuel Macron pour qu'il se fasse élire en 2017. Cette agence de communication a été créée donc en 2013, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à cette agence qui a fait multiplier les articles de presse. 8000 articles de presse quand même écrits, sans compter les interviews de télé, les interviews de radio. Ça a été absolument monumental. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron est passé du stade inconnu du grand public au stade effectivement connu, puisqu'il a été propulsé du jour au lendemain au sommet de l'État. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette agence Steve Holt, on a regardé un peu le
comité de direction. Au-delà de Sylvain Faure, qui est quand même un personnage assez influent, puisque c'était quand même une des éminences grises d'Emmanuel Macron, je me suis intéressé aussi à Laura Barcaz. Laura Barcaz, une des directrices associées de l'agence Steve Hoyt. Et Laura Barcaz, cette jeune femme qui doit être, qui a à peine 30 ans, je pense, 30-35 ans, a un carnet et un CV impressionnant. C'est-à-dire qu'elle a... Énarque. Pardon? Énarque. Oui, mais Énarque, je ne sais pas en réalité. Je dis oui, non, ça je ne sais pas. Mais en réalité, dans son carnet figurent toutes les grandes sociétés comme BlackRock, etc. Elle a travaillé pour toutes ces monstruosités financières. Elle a le bras long, on voit qu'effectivement on a affaire à quelqu'un qui a travaillé pour Danone, elle a travaillé pour des campagnes de marketing assez poussées et elle a mis ses pions partout. En fait, elle joue le rôle vraiment de quelqu'un qui a poussé ses pions de façon à élargir tout un portefeuille. Et un portefeuille, bien entendu, avec d'énormes sociétés financières. Alors, ça c'est un exemple de ce que peut être un État profond. Voilà, c'est une agence que personne ne connaît et qui a quand même propulsé un parfait inconnu au sommet de l'État. Après, il y a la collusion entre la haute administration publique et la haute sphère du privé. C'est-à-dire, il est tout à fait illogique et anormal que de hauts fonctionnaires d'État basculent du jour au lendemain dans le privé, on appelle ça du pantouflage, et réciproquement, quand quelqu'un qui tient le haut du pavé dans des domaines privés, tout d'un coup bascule dans la haute fonction publique. Et là, on appelle ça du rétro-pantouflage. Donc tout ce petit monde agit en précaré et se refile donc les postes, évidemment les plus marquants, les postes à haute responsabilité, mais surtout à haut salaire, et il y a beaucoup d'avantages. Alors il y a des clubs aussi secrets discrets qui ont été créés pour cela, et les clubs franco-français, donc on parle dans notre livre de l'Institut Montaigne, du Cercle Turgot, du Club du siècle, le Club du siècle qui quand même regroupe des gens, Claude Bébéard, l'indéboulonnable Claude Bébéard, Marc Ladré de la Charrière, Thibault de Montbrial, etc. Donc c'est... Avec des syndicalistes aussi d'ailleurs. En plus. Donc voilà, donc on est vraiment, c'est ça l'État profond français, c'est-à-dire des gens que personne ne connaît, ou très peu de gens, qui ne font pas de bruit, mais qui sont là et que ce sont eux qui tissent la toile. Ça c'est très intéressant à comprendre. Voilà, alors Emmanuel Macron a fait le ménage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait le ménage. Il a viré un peu l'arrière-garde de hauts fonctionnaires d'État vieillissantes et il a placé à leur place donc des jeunes loups ou des jeunes loups aux dents longues. Mais c'est normal, c'est un président jeune, donc il a voulu déclasser un peu les seniors. Mais en même temps, en plaçant des jeunes loups et des jeunes loups à la tête de toute la haute administration publique, il s'est assuré de leur soutien. Parce que ce qu'il faut mentionner aussi, on le mentionne dans notre livre, c'est que tous ces politiciens et tous ces jeunes loups sont passés par le Global Young Leaders, créé en 2004 par Klaus Schwab. Et c'est assez intéressant. Moi, je m'étais procuré une liste qui était passée par le Global Young Leaders. On retrouve Emmanuel Macron, sans surprise. On retrouve Gabriel Attal, sans surprise. Et puis tout d'un coup, je suis tombé sur Marlène Schiappa. Tiens donc, j'aurais jamais supposé plutôt que Marlène Schiappa ait pu passer par le Global Young Leaders. Elle y est passée. En réalité, toute la classe politique de haute volée est passée par cette espèce d'école de formatage d'esprit. Parce que c'est ça en fait, les Global Young Leaders, c'est on formate les esprits. Ouais. Il y a aussi Jean Covici là-dedans, qui nous fait de la leçon sur notre façon de gérer l'économie et l'écologie en même temps. Oui. Il y a Nicolas Dupont-Aignan.
Oui. Il y a un ensemble, il y a aussi des ministres qui étaient dans le premier groupe d'élus d'Emmanuel Macron. Il y a une question que je pose en annexe, c'est vous avez dit que l'élection d'Emmanuel Macron, c'était l'élection d'un parfait inconnu. Il y a eu aussi l'aide d'une administration véritablement existante, c'est le ministère de la Justice. Oui, qui a monté une opération contre celui qui naturellement devait succéder à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire son Premier ministre. Oui, François Fillon, absolument. Oui, à l'époque, il s'est fait. Oui, lui, effectivement, il ne devait pas être président. Effet boomerang, hein. C'est quand même lui qui nous a poussé la trahison du traité de Lisbonne aussi avec Nicolas Sarkozy. Donc, je me dirais, après tout, on peut se dire, il s'est pris ce qu'on appelle un retour de bâton ou un retour de manivelle. Je ne vais pas pleurer non plus, mais effectivement, de temps en temps, il y en a un qui devrait aller et qui n'y va pas. C'est aussi Dominique Strauss-Kahn. En réalité, François Hollande n'aurait jamais dû être président. Normalement, c'était Dominique Strauss-Kahn. Mais il a dérangé parce que au sein du FMI, il avait proposé certaines choses et à un moment donné, donc ils ont monté de large. Voilà, et ils ont monté de toutes pièces toute cette affaire ridicule. N'empêche que ça lui a coûté l'Élysée. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de rebondir là-dessus. C'est que les ramifications internationales de cet état profond, quelles sont-elles? Il y en a? Ah bah oui, puisque de toute façon, le siècle, les clubs que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit le Cercle Turgot, le siècle, l'Institut Montaigne ou même le think tank Terra Nova, sont tous liés aux clubs mondiaux, c'est-à-dire le Bilderberg, Trilatéral, le Club de Rome, etc., etc. On est dans la même mouvance. Hein. Simplement, ces clubs franco-français tirent leurs ordres et leur agenda et leurs agendas directement des clubs anglo-saxons et qui au-dessus ont été créés par la grande finance internationale, par l'oligarchie financière mondiale apatride. C'est un peu ça, c'est vraiment, ça marche ensemble, quoi. Alors après, chacun tire ses marrons du feu. Hein. L'oligarchie financière mondiale apatride veut régner en maître sur toute la planète et veut conserver évidemment l'hégémonie du dieu dollar. Et en dessous, tous ces états profonds de tous les pays européens, comme l'état profond français, mais aussi bien l'état profond allemand, espagnol, les états profonds existent dans tous les pays, ils profitent des largesses, bien entendu, de cette oligarchie financière mondiale qui leur dicte l'agenda. C'est d'ailleurs pour ça qu'une certaine Mélanie, par exemple en Italie, au début voulait tout casser, tout réformer, tout ceci, tout cela. Ma foi, un petit séjour à Bruxelles chez Ursula von der Leyen au Parlement européen, pouf, elle est bien rentrée dans les cases. Et c'est vraiment ça. Ça, c'est effectivement l'état profond. Mais c'est souvent des gens, on ne les connaît pas, ils agissent vraiment dans l'ombre, ils soufflent à l'oreille des présidents et des ministres. Bon, il y en a un qu'on connaît en France, c'est Attali. Attali, depuis Mitterrand, il souffle dans l'oreille des présidents, mais bon, lui, il est relativement assez connu, mais il y a plein de gens autour qui ne sont pas connus. Mais on évoque, à un moment donné, dans notre livre, on évoque un exemple d'un haut fonctionnaire d'État, Renaud de Noix de Saint-Marc. Ce monsieur qui est assez âgé aujourd'hui, voilà, il a été secrétaire d'État à l'Élysée dans les années entre 86 et, je me rappelle plus, j'ai plus les dates en tête, mais entre 86 et 96, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cela, il était aussi président du CEA, du Comité de l'énergie atomique, il était aussi président de l'ENA, il a été aussi président d'une académie de sciences politiques, il était président de la Fédération de chasse, qui est quand même un gros lobby en France, il a été au Conseil d'État, il a été au Conseil constitutionnel, et il a été membre du Club du siècle, président du Club du siècle. Donc, moi, on
c'est quand même avec mon ami François Lagarde, puisqu'on est co-auteur, lui et moi, de notre livre, on s'est quand même posé une question. Comment un homme, aussi intelligent et aussi brillant soit-il, hein, c'est pas le propos, comment un homme peut tenir 10 ou 12 postes à la fois? C'est impossible. On peut tenir éventuellement 2-3 postes si on est brillant, si on est intelligent, si on s'organise bien, mais au-delà de 3 postes, on ne peut pas tenir 10-12 postes à la fois. Surtout que tous les postes qu'il a eus, ce monsieur, sont des postes qui se sont chevauchés. Ce n'est pas des postes qui ont été alignés à la suite. Non, c'est des postes qui se chevauchaient. Donc à un moment donné, c'est vertigineux. Et encore là, ce que j'ai cité de ces postes, c'est pas le tout, c'est une liste non exhaustive. Donc c'est là où on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc ce qui veut dire que là encore, c'est une notion d'état profond. Ça veut dire que il y a certains avantages, même je dirais d'énormes avantages à tenir un certain nombre de postes clés, avec les salaires qui vont avec et les avantages en nature qui vont avec, et tout ça, ça alimente effectivement tout cet état profond. Cette noblesse d'état. Voilà, cette noblesse d'état qui ne devrait pas exister, quoi. Alors après, moi je n'ai rien contre un exécutif qui doit avoir des facilités, qui doit être mieux payé parce qu'il a des responsabilités, mais j'ai rien contre. À condition que cette personne travaille pour le bien-être de la société et le bien-être des peuples. Si cette personne empoche l'argent, jouit de tout le luxe et de tout le confort que lui offre la République, au mépris, avec un mépris viscéral du peuple, là effectivement, je ne suis pas d'accord et nous ne sommes pas d'accord. Donc voilà, on a voulu exposer dans notre livre un peu tous ces rouages et toutes ces mécaniques. Et c'est pour ça qu'on a intitulé l'État profond français, et qui, comment, pourquoi. Et le pourquoi, en réalité, ça fait partie de notre conclusion. Le pourquoi, c'est parce que dans les plans, qui sont quand même dans les tuyaux, entre guillemets, depuis longtemps, c'est que l'Europe devienne un État fédéral. À plus ou moins court terme, hein, ça a été initié par les Allemands et par les Anglo-Saxons. Et on est en train d'y arriver. Mais un État fédéral européen, ça veut dire un espèce de mélange où toutes les langues vont finalement, ça ne va pas se faire en 24 heures, mais toutes les langues européennes vont finalement un beau jour, petit à petit, disparaître pour avoir une espèce de globish à dominance anglaise, bien entendu, de façon... voilà, avec une perte d'identité, de culture et d'identité culturelle, c'est ça, et d'identité sociale. Et c'est dramatique parce que c'est plus facile, le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'oligarchie financière mondiale, donc le grand capital, c'est plus facile à contrôler donc un État fédéral européen qu'une multitude de nations. Voilà. Mais c'est déjà le cas, hein, pratiquement l'Europe occidentale, on en arrive à de moins en moins de différences. Alors ça s'estompe, je dirais, ça s'estompe avec le temps. Et Emmanuel Macron se verrait bien en chef incontesté de la nouvelle Europe, parce que là, de toute façon, il va arriver à terme de son deuxième quinquennat. Donc soit, il ne peut pas briguer un troisième quinquennat, donc soit il modifie la Constitution, il en est capable, soit il lâche, et de toute façon il sera obligé de lâcher, et il se verrait bien à ce moment-là en remplacement de Ursula von der Leyen et de prendre la présidence de l'Europe. Il se voit déjà en chef de guerre, enfin il s'oppose déjà en chef de guerre incontesté de l'Europe occidentale dans le conflit russo-ottanusien, donc il peut très bien effectivement se poser après en chef incontesté de l'Europe pour mieux faire aboutir ce projet d'État fédéral européen et se poser toujours en chef de guerre contre la Fédération de Russie. Claude Janvier, vous vous êtes fait connaître avec les livres que vous avez écrits sur le Covid et la gestion du Covid par le gouvernement français et par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est cette approche que vous avez eue de la gestion du Covid qui vous a inspiré l'écriture de l'État profond? Parce que vous avez rencontré les agences de santé, toutes ces choses-là, ça vous a... Alors, oui et non.
Parce qu'en fait, en réalité, bon, moi déjà, ça fait une vingtaine d'années que j'écris des billets d'humeur, mais jusqu'à présent, je n'écrivais pas spécifiquement des livres, j'écrivais des billets d'humeur, je rebondissais sur des sujets d'actualité, j'allais chercher les véritables informations qu'on nous cachait, je les envoyais aux médias libres indépendants. Et bien en fait, mon premier ouvrage vraiment, puisque j'avais compilé avant deux ouvrages qui étaient des recueils de mes billets d'humeur, mon premier ouvrage, ça s'est fait avec Jean-Louis Zambert, mais c'était Le virus et le président, c'est-à-dire sorti en fin 2020, et écrit toute l'année 2019 et un bout donc de 2020 de l'arrivée du célèbre virus, etc. Et là on avait fait avec Jean-Loup, qui lui a 50 ans de journalisme et d'investigation derrière lui, quand même, on avait fait une grande enquête sur la France, sur l'état de la France. Mais moi, écrivant déjà des billets d'humeur, je me rendais compte, bien évidemment, en cherchant, en investiguant, etc., je me rendais bien compte que tout ne tournait pas rond. Donc, on a sorti effectivement le virus et le président, et en mai 2020, on a remis le couvert, cette fois-ci avec le Covid. Alors le Covid, évidemment, ça a été quand même révélateur d'une emprise malfaisante de l'OMS, mais qui dépend de cette oligarchie financière mondiale, pour miner effectivement une majorité de la population et surtout empocher un maximum d'argent. Il ne faut pas oublier qu'un laboratoire comme Pfizer était au bord de la faillite avant l'arrivée providentielle entre guillemets du virus et avant l'arrivée du vaccin, du fameux vaccin soi-disant salvateur. Donc évidemment ça confirme de plus en plus de choses. Et parallèlement à ça, moi ça faisait déjà 1 an et demi que je travaillais sur les démasqués, sur mon ouvrage, alors les démasqués qui dirigent réellement le monde. Et là à un moment donné, bon, je me suis dit il faut que je le sorte. Et il y a 3 mois en arrière, 4 mois, donc avec mon ami François Lagarde, qui m'appelle, il me dit on devrait sortir un livre sur l'état profond français. Je dis oui, je suis d'accord, mais t'es gentil, je lui dis on va pas sortir ça en 3 mois. Si, il me dit il faut qu'on sorte avant les élections européennes, on va voir. Et donc bon, on a joué le jeu, on l'a fait, on a fait bousculer l'agenda de notre maison d'édition, de ma maison d'édition, K Édition, que je remercie d'ailleurs au passage. Laïla et Hichem sont 2 personnes fantastiques, mais ils ont accepté de jouer le jeu. Là, c'était pas gagné au départ. Mais donc voilà, effectivement, maintenant, l'état profond français, il touche chaud, vient de sortir, il est sorti le 15 mai. Donc on voulait le sortir avant les élections européennes. C'est fait. Voilà. On a un peu l'historique. Alors, on va parler maintenant de... Bon, c'est un état malfaisant en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contrer ces avancées? Et j'ai une question très simple, puisque c'est le but de l'association dans laquelle nous nous trouvons. C'est qu'est-ce que vous pensez du référendum d'initiative citoyenne? Un référendum qui partirait de la base des Français, qui exigerait auprès de leur gouvernement la mise en place d'un référendum. Alors, la première réponse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cet état malfaisant? Ben, de toute façon, c'est sortir de Bruxelles. Je veux dire, tant qu'on ne sortira pas de Bruxelles, on est pieds et poings liés. S'il n'y a pas un Frexit, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Bruxelles étant totalement vérolée et inféodée donc à l'oligarchie anglo-saxonne financière, je ne vois pas comment, en restant dans l'Europe, enfin dans cette Europe malfaisante, pas l'Europe qui est malfaisante, c'est la direction, parce que la coopération entre les pays européens c'est très bien, j'approuve, mais là c'est plus de la coopération, on est dirigé par cette oligarchie. Donc si on n'a pas un Frexit, on ne s'en sortira pas, ça c'est clair. Après le référendum d'initiative populaire, je trouve ça très bien. Maintenant, face à un État malfaisant, la grande question, c'est comment le mettre en place, parce qu'ils ne vont pas nous laisser faire. C'est à mon avis, j'approuve, mais d'un autre côté, comment faire pour le mettre en place? On a un énorme problème. Et je pense qu'effectivement, tant qu'on ne sortira pas de Bruxelles et qu'on ne reprendra pas notre souveraineté en main, je ne pense pas qu'un gouvernement, celui d'Emmanuel Macron ou même d'autres, accepte un jour qu'il y ait un référendum d'initiative populaire. C'est une évidence que non.
Et puis de toute façon, s'il y a un référendum, s'ils continuent à être au pouvoir, ils vont faire comme en 2005 avec le traité de Lisbonne. Ah, vous l'avez voté, c'est bien, ben non, dis donc. On a un État profond qu'il faut réformer de fond en comble, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que ça commence à être un petit peu tard pour le réformer. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a plus de corps diplomatique non plus. C'est-à-dire que le dernier rempart qu'on avait dans l'administration française, la haute administration, on avait encore un corps diplomatique un peu indépendant et des ambassadeurs formés. Depuis 2023, Emmanuel Macron a donné un ultimatum au Quai d'Orsay en disant « ou vous rejoignez le pot commun, en parlant des diplomates, hein, ou vous rejoignez le pot commun des administrateurs de l'État, ou alors vous disparaissez. » Moralité, il n'y a plus de spécificité diplomatique. Il n'y a plus rien. Ce qui est un non-sens total, ce qui veut dire que c'est un métier d'être ambassadeur et d'être diplomate. On ne claque pas des doigts et on ne se pose pas en diplomate, on ne va pas jouer les diplomates dans un pays voisin uniquement en claquant des doigts. C'est un métier, ça s'apprend, ça se cultive et ça se perfectionne. Là, on a affaire à des gens qui ne sont certainement pas au niveau pour aller faire quoi que ce soit. On le voit avec Stéphane Séjourné, il n'est certainement pas au niveau. Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, on voit aussi nos diplomates formés passer sur les plateaux de télévision pour nous expliquer la guerre en Ukraine. Oui, voilà, par exemple. Qu'ils n'expliquent rien, puisqu'ils, de toute façon, ils sont résolument pro-Zelensky et anti-Poutine. Donc, effectivement, avec ça, bonjour la diplomatie. Et je rappelle quand même au passage que, puisqu'on parle des anglo-saxons, parce que les anglo-saxons, quand même, sont beaucoup impliqués dans beaucoup de choses terribles à travers ce monde. Quand même pas oublier qu'à un certain moment, Zelensky et la Russie et Vladimir Poutine s'étaient mis d'accord via des personnes interposées pour signer la paix. Oui, en février 2022, ouais. Voilà, et c'est Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui à l'époque est venu convaincre Zelensky de continuer la guerre. Donc les pourparlers de paix se sont aussi vite commencés, se sont aussi vite arrêtés. On retrouve souvent beaucoup cette espèce d'idéologie mortifère anglo-saxonne. Je parle des dirigeants toujours, je ne parle pas forcément des peuples. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on regarde le CV d'ailleurs des anglo-saxons, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais sortir un billet dans pas longtemps là-dessus, parce que je suis en train de le travailler, mais ce qui m'a permis de réviser un peu l'histoire. On se rappelle les deux guerres de l'opium en 1880-1890 en Chine. Les empereurs chinois à l'époque ne voulaient pas de l'opium. Ils faisaient barrage à l'opium. Les Anglais voulaient forcer les empereurs chinois à accepter l'opium parce qu'ils voulaient soumettre les Chinois au niveau économique. Ce qui fait qu'ils ont imposé l'opium en Chine. Mais les enfants n'étant pas d'accord, il en est résulté une guerre mortelle, 120 millions de morts à l'époque, dans les deux guerres de l'opium. Les Anglais, quand ils ont colonisé l'Inde, 100 millions de morts sur le nombre d'années qui y sont restés. On en est déjà à 220 millions, on commence à faire beaucoup. On ne compte pas les Indiens d'Amérique qui ont été exterminés. On peut compter aussi les aborigènes d'Australie, les Maoris de la Nouvelle-Zélande, et depuis le 11 septembre 2001, date à laquelle de l'attentat des deux tours à New York, les États-Unis se sont déchaînés au Proche-Orient, 4,5 millions de civils tués. On compte même pas, je compte pas ici les pertes militaires. Donc c'est vrai que le bilan des anglo-saxons est quand même, c'est un peu lourd. On approche quand même, sans compter la guerre du Vietnam, plus d'1 million de victimes, je crois qu'on en est presque à 2 millions de victimes. La guerre de Corée, qui a été sanglante aussi, on en est à pratiquement 2 millions de victimes. Les 2 bombes atomiques lancées sur le Japon qui n'étaient pas nécessaires. Bref, on commence à pas être très loin des 300 millions de morts quand même depuis les années 1880. Donc je trouve que ça commence à faire beaucoup. Alors après, évidemment, d'un point de vue anglo-saxon, le vilain c'est Vladimir Poutine. Enfin, la Russie,
n'a pas oxy 300 millions de personnes. Donc il faut recadrer un peu les choses, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on est sous dépendance oligarchique américaine, enfin anglo-saxonne. Alors, en aparté, je me suis aperçu, je ne sais pas ce que vous en pensez, que tout ce qui s'est mis en place dans ce qu'on appelle l'État profond, dans cette espèce d'organisation et de mixité entre le privé et le public, tout ça s'est mis en place dans la fin des années 90 du siècle dernier et le début des années 2000. C'est-à-dire précisément dès la chute de l'Union soviétique et sa disparition. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres individus qui sont arrivés dans des postes clés. Et ces individus, comme caractéristique, souvent, c'était des cosmopolites, des internationalistes avant d'avoir une défense de la patrie dont ils étaient originaires. Est-ce que vous avez constaté ça ou est-ce que ça vous a frappé ou est-ce que... Oui, enfin, oui, j'avais vu ça passer, non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais de toute façon, ça s'est vu aussi avec, dans une autre, peut-être une autre sphère, ça s'est vu aussi avec les forces de police. Enfin, je parle des forces de l'ordre. Quand il y a eu les périodes gilets jaunes et tout ça, il y avait des sections entières d'Eurogène Fort, la fameuse police européenne. Et il y a eu des forces de l'ordre, ils ne parlaient pas du tout français. Pour réprimer les gilets jaunes, ils parlaient pays de l'Est, les Ukrainiens, je sais pas quelle langue. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit vraiment bien qu'il y a une espèce de collusion un peu. L'Europe est vraiment sous la coupe anglo-saxonne et américaine. Absolument. En plus, en Europe, les députés européens n'ont pas droit au chapitre, ils sont là juste pour. Oui, donner un semblant de démocratie. Ouais. Voilà. Alors à la limite, ils s'expriment, bon c'est bien, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'en fait, en réalité, le Parlement européen est dirigé par des commissaires qui, eux, ne sont pas élus par le peuple. Et ce sont eux qui ont placé d'ailleurs, entre autres, puisque celui d'avant c'était pareil, comme présidente Ursula von der Leyen, qui est absolument illégitime à ce poste, d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas été élue par le peuple, par les peuples. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose concernant votre ouvrage qu'on n'a pas traité? Toujours un mot d'espoir, parce que bon, c'est bien de dénoncer tout un tas de choses, mais il faut essayer quand même de dire on fait quoi. En fait, je pense qu'on peut. Beaucoup de gens devraient regarder un peu plus ce qui se passe autour. Et je comprends qu'il faille s'occuper de la famille, de sa famille, de son entourage et de son travail, et je comprends, hein, mais il faut quand même élargir sa sphère d'intérêt un peu à ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas comprendre la politique d'un pays si on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde entier. Uniquement être centré sur le président français et ses ministres, sans regarder ce qui se passe aux alentours, ça ne va pas amener à grand-chose au niveau de la compréhension. Donc déjà, c'est le premier point. Je pense qu'il est de plus en plus utile de regarder un peu ce qui se passe. Ensuite, je pense que tout un chacun est en mesure d'entrer en désobéissance civile. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut dire non. Tout le monde a le pouvoir de dire non, tout le monde a le pouvoir de désobéir à une loi qui jugerait liberticide ou à un ordre qui le jugerait liberticide. Personne n'est obligé d'obéir aveuglément à des choses stupides et qui vont poser un problème pour la survie. Je parle ici par exemple du lobby LGBTQ+, où maintenant c'est les drag queens qui font des spectacles pour les bouts de choux dans les maternelles. Je veux dire, si on est parent d'élèves, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Enfin, je sais pas. Moi, je serais papa d'un petit garçon ou d'une petite fille, là, je ferais des pieds et des mains, je serais bec et ongle pour dire non. Bon, pourquoi un drag queen se donnerait en spectacle devant une maternelle, devant des bouts de chou dans une maternelle? Enfin, ça n'a aucun sens. Et ce qui m'épate, ce qui m'étonne,
c'est d'avoir quand même une très minorité de gens qui osent dire je ne suis pas d'accord. Alors soit, moi je comprends qu'on soit atomisé un peu et qu'on soit un peu sans énergie et tout, enfin il y a un moment donné, il faut quand même sortir un peu de tout ça. Après tout, il y va de la vie des enfants et de nos enfants et de nos petits-enfants. Bien sûr. C'est pas... voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, je pense que plus on sera de gens à dire non, et d'entrer en désobéissance civile non violente, et plus on y arrivera. Le futur n'est pas écrit, rien n'est écrit. Tout peut changer. Mais on a beau avoir des colosses en face de nous, financiers, et même des états policiers, ce sont des colosses au pied d'argile. Tout peut changer, tout peut se modifier. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour cet entretien. Et merci à vous.